Dans l'écrit de la conférence, puisqu'il a été publié. C'est pas mon problème. Voilà. Et je me suis rendu compte finalement que dans ce livre, il y a le contenu, il y a l'auteur. Mais ceci n'est pas dit, c'est malgré qu'on est voir la Fnikus. Il n'a pas d'auteur, ce livre. On va le lancer comme ça. Et l'irruption citoyenne, c'est-à-dire l'adhésion de la population à ce débat a provoqué un climat qui m'a amené à orienter complètement le sujet de la conférence sur le climat de ce livre. Je pense que ça donne une photographie de l'histoire de la nation, de l'histoire actuelle de la nation, et il est important que l'on regarde exactement ce profil, notamment des je le disais, c'est dans les moments de confusion, d'incertitude, d'instabilité qu'il faut redonner à une nation ses propres fondamentaux pour reconstruire sur but solide. Et c'est pour ça que les polémiques qui peuvent nous parasiter n'ont pas vraiment d'intérêt. Alors cela maintenant va faire 5 ans que ce livre est sorti. Un livre, en principe, quand on veut le critiquer, et c'est normal, doit être abordé sur son contenu. À ce jour, je ne parle pas de Lousti qui s'est exprimé dans son adagio, qui, à mon avis, a des problèmes avec lui-même. Et si on élimine cette polémique un peu stérile, à ce jour, il n'y a pas eu un historien, il n'y a pas eu un universitaire qui a consacré son travail au contenu du livre. Ce soit les témoignages, que ce soit les documents que j'ai produits. Et je me suis protégé dès le départ. Je ne sais pas si vous avez lu l'avertissement. J'ai dû recueillir près de 100, pas tout à fait, mais pas loin de 100 témoignages. Je n'ai publié que les gens vivants. Oui, mais allez s'entendre. Oui, mais voilà, il y moi, j'aurais tout à fait compris que les universitaires qui sont en train de m'attaquer aillent voir ces témoins pour faire préciser le propos, la narration, pour la compléter, pour la contredire, aillent voir, vérifier l'authenticité des documents. Ça, c'est du travail, ça, c'est du débat, et c'est utile, et je comprendrais qu'on puisse le faire. Malheureusement, et je le déplore sincèrement, le débat auquel j'ai appelé n'a à ce jour pas eu lieu. Ça. Alors maintenant, on va essayer, si vous voulez bien, je vous demanderai un peu d'attention. Essayons de voir, en fait, d'où vient cette polémique, cette attaque, l'une des plus longues de l'histoire littéraire du pays. C'est pas pour alimenter, hein, c'est pour bien comprendre les origines et ses implications. J'ai repéré 3 groupes d'attaques. Le premier, c'est des agents les plus orthodoxes du Malte. À la limite où ils viennent, ils sont dans l'Europe. Celui qui n'a pas compris pourquoi le Malte a été conçu, il va le comprendre, il l'a compris avec les attaqués. A posteriori, au moins, ça aurait servi à ça. Et vous vous rappelez, lors de la publication de la première édition, je devais laisser passer 3-4 attaques pour intervenir derrière, afin de répondre à ce qu'il y avait des invariants, il y avait des constantes dans ces attaques. Et ces constantes étaient, en gros, articulées autour de 2 arguments. يقول الاحترام أمرنا إلا نصيب إلا وصلوا تقرأ أشوف يديرون تقري ماليس يقولوا له عشرة. Cet homme était trop jeune, il n'a pas à parler d'événements dont il n'était pas l'acteur. C'est qu'il dit oui. Il y en a d'autres. Le deuxième argument, et il est un peu plus pernicieux, en fait, ça consistait à dire l'histoire
de la guerre de libération, nous l'avons définitivement et une fois pour toutes codifié dans son enchaînement, et nous avons défini les référents qui doivent la structurer. Et tout ce qui vient remettre en cause cette doxa, cette théorie, équivaut à une trahison nationale. Et en arrière-plan, ça renvoie à ce que disait l'introduction de la jeune fille de Mslayenne, il y avait un discours qui, à mon avis, est toxique et il faut qu'on en parle. C'est un abcès qui est en train de pourrir la vie de la nation, et tant qu'on ne l'a pas réglé, nous ne pourrons pas avancer. Tout ce qui relève de la wilayat Allah doit être ou éteint, ou réduit, ou falsifié. Et j'ai lu, M. Fani, un agent de Malgaguin, je le cite, un mélange est un criminel de guerre. Le Mali, qui a assassiné un Ben, accuse de crime à Méroche, et c'est cette histoire-là que nous devons transmettre et apprendre à nos enfants. Alors, se taire devant des énormités pareilles, c'est d'abord insupportable, mais c'est dangereux pour l'avenir de la nation. Tawarith, ou la Chegdouz, ou la Chtemouj, ou la Chtegreoula, ou Chirara, toutes les révolutions ont eu leurs erreurs. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on n'en parle pas, elles s'enracinent et elles finissent par structurer la conscience nationale. Là, c'est dangereux. J'ai été invité en Afrique du Sud, j'ai passé 12 jours à écouter comment l'Afrique du Sud a réussi à dépasser la violence de l'apartheid. Il a fallu qu'ils mettent en place une commission vérité et justice pour que la personnalité sud-africaine, la collectivité sud-africaine fasse sa catharsis, fasse une espèce de thérapie néo-néo, pour qu'elle puisse finalement pouvoir regarder vers l'avant. Or, cela, nous ne voulons pas l'aborder aujourd'hui. Mais ce qui pose problème, c'est qu'on touche des gens du mal de dire, il y a d'autres supplétifs qui sont des politiques qui sont venus derrière. Soit c'est des anciens maquisards, soit c'est des gens qui ont encore des ambitions politiques. Alors eux, ils ont aussi l'argument à faire valoir. Shabab Afali Kafi qui avait dit, je n'ai pas lu le livre, mais je le condamne. Je vais passer quand même. C'est quand même terrible. Et lorsque vous dites pourquoi, on vous dit, il s'abrite derrière une théorie qui est fausse, mais qu'on dit, qu'on redit, l'histoire ne doit être traitée que par les historiens. Bon. Je savais que cette attaque allait arriver, et ceux qui ont lu la première édition, dans le premier chapitre, j'ai essayé de désamorcer ce truc-là. En Tunisie, j'ai acheté une dizaine d'ouvrages, y compris à l'époque de l'année, qui traitent de l'histoire contemporaine du pays. Alors, c'était ou des universitaires, ou des journalistes, ou des syndicalistes, ou des fois des profs qui témoignent sur ce qu'ils ont appris, sur ce que leur vie militante leur a permis d'affronter ou d'éprouver, ou bien simplement sur ce qu'ils ont entendu ou découvert pour éclairer une partie de la conscience nationale. La dernière en date, c'est la femme de Mohamed Shafi, qui est physicienne, qui vient de sortir un livre sur la manière dont le fondamentalisme est en train d'essayer d'infiltrer dans l'éthique universitaire. Son mari, qui était ministre de l'Éducation, il nous fait la fête à Fort Bien, a lui écrit plusieurs livres politico-historiques. Au Maroc, j'ai acheté une demi-douzaine de livres écrits par des profanes sur la période de Hassan II. En France, ceux qui suivent un peu l'histoire française savent très bien qu'il n'y a pas un homme politique qui ait une visibilité à peu près notable qui n'ait pas écrit sur l'histoire ancienne ou récente de son pays. François Bayrou, que je connais très bien, a fait une biographie d'Henri IV. Dominique de Villepin a fait 2 livres sur Napoléon.
Alain Perfit, qui était ministre pendant de longues années, a écrit toute une saga d'urbanisme, etc. En fait, ces gens-là disent qu'il ne faut pas qu'on intervienne dans l'histoire parce qu'ils ne veulent pas donner leur point de vue sur ce qui, de mon point de vue, représente le plus grave traumatisme infligé à la conscience algérienne depuis 1960. On n'arrive pas à savoir, je suis psychiatre de profession, on s'en met un peu, on n'arrive pas à savoir ce que ça peut laisser comme séquelles dans la mentalité des citoyens, le fait que l'on déterre clandestinement des ossements de 2 officiers de l'armée, que le pouvoir officiel ordonne de les enterrer sous des numéros et que par la suite on les déterre pour les séquestrer dans la cave de la gendarmerie nationale. Je n'ai pas le souvenir d'un régime qui ait commis des horreurs, des forfaitures aussi graves. Pour la conscience, on ne peut pas construire une conscience nationale tant que l'on n'a pas définitivement parlé et évacué ce genre de crimes moraux. Je n'ai pas de compte à régler avec qui que ce soit. J'ai été passé à Flambez où on m'a torturé à Tamnid, qui a assassiné, ils ont voulu prendre des photos avec moi. Voilà, il s'est il a pris une photo avec moi. Il ne s'agit pas de régler des comptes. Mais on ne peut pas taire des forfaitures de la nation, sauf à vouloir les greffer pour l'avenir, avec les conséquences que l'on peut deviner. Donc il y a donc, en plus des agents du MAC, il y a eu quelques anciens maquisards et quelques hommes politiques qui ont embarqué. Mais à mon avis, ce qui pose le problème le plus grave dans cette affaire, d'histoire autour de l'histoire, ça a été le comportement des universitaires. Il y a un ancien maquisard, il reste une ligne de transport, il reste une licence, on peut comprendre que les contraintes, la pression du pouvoir sur les témoins de la guerre puissent malheureusement conduire à une censure. Mais les universitaires, dont certains sont des historiens, et je vais donner des exemples très précis pour illustrer la gravité de la crise morale du pays, sont rentrés dans ce procès en sorcellerie qui, à mon avis, doit être absolument mis à plat, calmement, sereinement, sans surenchère, mais sans tabou. Parce que l'universitaire, il encadre des étudiants qui seront les chercheurs de demain. Un intellectuel anime des cercles de réflexion où se façonne, où s'élabore, où se construit la réflexion et la pensée nationale. ولما يجي العرف عشان الزاف ماشي تفاصيل يصراحه. Donc, dans le champ des universitaires, j'ai vu 2 groupes. Il y a un petit groupe, il faut le reconnaître, petit groupe, parmi lesquels on peut noter Kemal Daoud, Abdelmajid Nardassi, qui était là d'ailleurs le passé, il y a Barham Sansal, etc., Anwar Ben Malik, qui ont dit toute forme de censure opposée à un témoignage équivaut à une chape supplémentaire qui empêchera la construction de la nation. Donc ils ont pris une position claire. En tant qu'intellectuels, ils n'ont pas voulu faire la moindre des concessions et ils ne sont pas d'accord entre eux, ce qui les honore. Mais je me suis renseigné au Ovla après la fameuse sortie de notre cher procureur, ils ont fait l'effort d'aller sur ma page Facebook pour lire exactement ce que j'ai dit à Sidi Aïch, parce qu'immédiatement après, connaissant la manipulation qui m'attendait, j'ai mis sur ma page Facebook, j'ai traduit, j'ai transcrit exactement la cassette, parce que je fais enregistrer quand même les conférences sur un Haoudjiniye. Et ce que j'ai dit à Sidi Aïch, je vous le redis d'ailleurs, vous pouvez trouver sur ma Facebook, quelqu'un m'a posé une question qui n'avait rien à voir avec le thème de la conférence.
Messali, que pensez-vous de Messali, de Ben Bella et d'Ali Kafi? J'ai tiqué, parce que le parcours de Messali et de Ben Bella, bon, il n'a aucun dire, mais Ali Kafi, je n'ai jamais eu de problème. Personne ne peut nier la qualité du parcours d'Ali Kafi. Mais pour élargir l'encerclement, la ghettoisation de l'auteur, il faut élargir le front. Mon petit cabinet d'enquête de l'intérêt. Ali Kafi, j'ai dit de lui qu'il a émis un jugement contestable et même détestable en disant qu'Arben était un traître. Je n'ai jamais dit que le parcours patriotique d'Ali Kafi pouvait être sujet à question. Mieux, dans le livre que vous avez entre les mains. Lorsque j'ai trouvé une fiche que Ben Bella avait envoyée à crédible, lui disant que Zirot Youssef a été tué par Ali Kafi. Moi, je ne m'amuse pas avec l'histoire, je ne mélange pas les gens, peu importe ce que je pense d'Ali Kafi. Il y a un journaliste qui est ici, je l'ai vu dans la salle. J'ai été à l'endroit où est tombé Zirot, c'est Dimzrech, il est martyr. J'ai demandé à des collègues de Zirot de m'accompagner. Dans la série de Nim, un mec, Yaravir, comme j'ai à dire. On m'a montré là où vous avez dîné, et puis un d'eux qui était avec moi, l'agent de liaison, Mourad Valkoulo, Zirot a fait à former ce but pour aller vers Sidi Mizrich. Ils se sont rencontrés avec le plus grand des hasards, avec une patrouille de l'armée française, qui lui a tiré dessus, et l'armée française ne savait même pas que c'était Zirot qu'elle avait tué. Il a fallu le Meda pour que l'armée française le ramène, le mette sur une jeep et le balade pendant 48 heures pour dire on a tué Zirot. Donc, c'était pas un traquenard, mais j'ai tenu à vérifier. Et dans le livre Aguil, j'ai tenu à dire qu'Ali Kafi n'a rien à voir avec la mort de Zirot Youssef. Ce n'est pas vrai. L'affiche qu'a envoyée Ben Crédit est un faux. Pourquoi? Parce qu'il faut dire la vérité. Et donc, lorsque je savais qu'il y avait de la manipulation derrière, j'ai mis sur ma page Facebook immédiatement après la transcription de ce que j'ai dit. J'ai dit à peu près ceci. Ça fait une série. Nul ne peut lier à Mseli d'avoir été, je me cite encore, nul ne peut lier à Mseli le fait d'avoir été à l'origine de la création de l'étoile nord-africaine. Nul ne peut nier qu'il a conduit le PPNTRD avec un courage et une constance en faveur de l'indépendance au moment où ce mot était loin de faire l'unanimité dans le mouvement national. Mais, lorsque le pouvoir personnel et l'éloignement du terrain viennent à croiser un parcours, on peut aller vers des dérives où, à force de se parler tout seul, à force de se poser des questions tout seul, à force de répondre tout seul, on arrive à être complètement mutilé dans sa capacité d'analyse et à arriver à des conduites dont on ne mesure même pas la gravité, y compris la trahison. Voilà ce que j'ai dit à CBF, vous pouvez aller le voir sur notre page Facebook. Vous aurez une qui est en train de se trouver des circonstances atténuantes. Il y a des gens qui ont dit 10 fois plus que ça. Pour vous dire qu'il faut absolument ne pas accepter d'être aspiré dans des surenchères ou dans des manipulations parce qu'on nous éloigne des débats de fond sur lesquels nous devons absolument communiquer à la rapport à la définition, à l'idée, pour autant, je vais vous dire, moi cette histoire de polémique de cellulaire, je ne l'ai jamais parlé, ce n'était pas mon problème, mais ce procès est bienvenu. Je l'ai mis voir, il a validé. Format à faire dans cette histoire. Et donc il y a ce deuxième groupe d'intellectuels qui se sont armés, eux aussi, pour tirer sur le livre sans jamais aborder le contenu.
une académie de la première édition sur les 3 historiens des plus connus sur la place d'Alger qui avaient fait dans l'Ouatan le même jour une attaque. Franchement, je les ai. Je vous parenthèse, je vais faire un livre sur cette polémique qui va sortir avant avril, parce qu'il faut quand même répondre à ces questions. Alors j'ai lu. Je n'ai absolument pas compris pourquoi ces historiens étaient sortis. Ils ont des signes les plus connus. Quand on est un démocrate, il faut écrire, il faut témoigner plus de compassion avec les victimes de Melouza. Je dis ce qu'il y a à dire sur Melouza. C'est tout ce que tu vas dire sur un livre de 450 pages. Il y a l'universitaire d'Oran qui écrit, et j'ai son écrit, et il dit, j'ai lu 2 fois ce livre et ma colère n'est pas retombée. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui était gênant? Je ne vois pas l'intérêt de mettre des citations en capite dans le livre parce qu'elles n'ajoutent rien au fond. Et puis, l'attaque mortelle, fatale. Je ne comprends pas pourquoi, en parlant de la wilaya d'Awa, ça départ de la Kabylie. Et là, c'est une image. Professeur en cancérologie, chef de service au CHU d'Oran. Alors il y en a d'autres. Cet homme qui parle de la wilaya d'Awa, d'Arméros, etc., veut faire en sorte que sa wilaya créole, dans le livre a dit, franchement, circonscrite militaire, c'est donné, les pages les plus agréables. Moi, je les ai consacrées à Ben Boulaïd. Le caractère vertueux de Ben Mhidi, qui a pesé avec une sagesse énorme pour fédérer des énergies et des avis contradictoires à la Soumane, j'y ai consacré des pages. J'ai déploré le fait qu'on ait donné l'autre fille autant qu'on a donné à Méroche, avec la même sincérité. Mais tout ce qui n'est pas kabyle et dont je parle doit être éliminé parce que bon. Et en arrière-fond, il y a ce qu'on appelle le propriétaire berbère. Voilà, il y a une espèce de fantasme anti-berbère qui sous-tend toutes ces interventions, et ça, il faut en parler. Ce n'est pas moi qui vais en complexer là-dessus. Parce que c'est l'un des blocages majeurs de la construction de la conscience algérienne. Tant on n'a pas réglé ce problème-là, on va le faire. Je ne dis pas que toutes ces attaques ont été synchronisées, mais je constate, et je ne suis pas le seul, que l'écrasante majorité de ces attaques viennent, soit des universitaires ou des gens du Maroc d'ailleurs, viennent des gens de l'Ouest. Alors, il ne viendrait à personne de dire à ces gens-là, qui m'attaquent personnellement et pas sur le livre, que ça peut être une tentation régionaliste. Non, le régionalisme en Algérie est consubstantiel à l'origine kabyle. Après, il est régionaliste. Ça fait partie de mon tract de naissance. Eux qui lancent des attaques fausses, injustes, dangereuses et qui chassent en meute, c'est pas de régionalisme. C'est pour ça que je vous dis, tout ce qui s'est passé autour de ce livre à guerre est au moins aussi important que son contenu. Et ça, on ne le retrouve pas uniquement chez les anciens maquisards, c'est-à-dire dans la polémique en cours, je lis une historienne, Madame Malek Al-Hal, moi je ne l'ai jamais vue, peut-être c'est une charmante. Je ne l'ai jamais
Croisé de ma vie, ou à l'autre source. Donc je n'ai pas de raison, je ne suis pas sur le registre personnel du tout. Voilà exactement ce qu'il dit. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt le livre de Saïd Saadi, tout en le reliant très clairement au parcours personnel de l'auteur. En substance, en réalité, j'ai écrit un livre subliminal sur Améroche pour calquer mon parcours sur celui du colonel Daoulay Tawa. D'abord, Ouelma. Donc, toutes les sociétés dignes de ce nom, les héros positifs sont faits pour inspirer, par un processus d'identification connu, la construction de la conscience nationale. Al-Farasidi, considérant que c'est un marché. Une fois qu'il m'a psychanalysé, donc moi je fais le livre, etc., et arrive l'essentiel. Et je cite, à pression, il me semble que certains auteurs instrumentalisent le passé pour un intérêt immédiat, pour remplir le vide politique, créer de l'agitation, attirer l'attention sur eux-mêmes. Comme historienne, je trouve cela pénible, comme citoyenne, je trouve cela insupportable. Ça, c'est une université. Très bien. Alors, j'ai fait un directeur à Méroche pour attirer l'attention sur moi, pour cacher le vide politique, etc., etc. Il y a quelques années de cela, j'ai été accusé de saturer la scène politique par une série de propositions, la question identitaire, les droits de l'homme, la question de la femme, le réchauffement de la dette, etc., etc. Pour je suis accusé de faire un livre pour camoufler un vide. Alors il faut savoir, soit j'en fais trop, soit j'en fais pas assez. Ah, on ne peut pas m'accuser de tout. Ainsi dire, un farceur et la contradiction. Où est le rapport avec le contenu du livre que l'historien est supposé prendre en considération en premier? Allez, il doit aller le méthode, je vais faire du striptease, tout ce que tu veux, d'accord. Mais, en l'occurrence, en tant qu'historien, c'est le contenu du livre qui est. Pas un mot. Pas un mot. Être doyen, un autre universitaire, et puis, comme Sparnak de Français, il faut qu'il se montre à la hauteur des exigences de l'opinion de la mère patrie. Donc ils sont tous contre la saisine du parquet qui est une imbécilité. Oui, non, il commence par dire il ne faut pas, c'est un scandale, etc., etc. Mais quand il a dit ça, c'est pour mieux enfoncer le clou. Ou autre universitaire qui s'est démarqué de l'UBS saisine du parquet, Sophia El-Kadri ou la alors il précise, je ne me suis jamais senti proche des idées de Saïd Saadi, c'est son droit, il n'y a pas de problème. Mais une fois qu'il a dit ça, il nous livre le fond de sa pensée, le discours de Saïd Saadi tourne autour de polémiques qu'il a suscitées depuis quelques années. Ça. J'ai le Facebook des attaques sur le livre à vie. Il y a plus de 1500 pages d'attaques. Tu dis, mais vous me dites, les polémiques, c'est moi qui suscite les politiques. Je ne sais pas si vous connaissez la blague, les Hakam, il est tiré par quelqu'un. Il laisse excusez-moi d'avoir mis mon pied sur le ventre. Les polémiques. Ça fait 5 ans que je suis inondé de polémiques et c'est moi qui les suscite. Et puis c'était l'université. Et puis enfin, la plus attendue, je l'attendais un peu, il était là la semaine passée, c'est M. Adil Ouari. Il y a de sérieuses divergences, il y a l'IDES, je le connaissais bien, sur la question amazière, sur la géopolitique. Pour lui, le monde arabe, c'est le seul placenta dans lequel on doit pouvoir évoluer, et l'Afrique du Nord doit être fondue dans cet ensemble-là. Et enfin, les Amazirs doivent accepter d'écrire leur langue en caractère arabe. C'est un débat. Je ne suis pas d'accord, mais on peut en débattre. Vous savez, une fois qu'il a dit qu'il ne fallait pas que le parti se saisisse, la compulsion fuse, l'attaque fuse. Je le cite, quand Saïd Saadi parle de Ben Bella,
Ça en dit plus sur lui-même que sur Bemela. Qu'est-ce que vous voulez répondre à des attentes pareilles? Pourquoi un débat contradictoire qui peut être traité argument contre argument s'aboutit toujours dans l'invective ou le jugement? Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est inquiétant parce que, d'une part, tous ces universitaires, historiens compris, j'insiste là-dessus, aucun n'a parlé du contenu du livre. Aucun. Et quand vous voulez lancer un débat, vous recevez des attaques personnelles, même si elles sont justifiées. Elles n'ont rien à voir avec le sujet. C'est-à-dire, en gros, on vous empêche de débattre et vous ajoutez à cela que les éléments historiques que j'ai rapportés, moi, j'en ai rapporté aucun. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous faire un scoop passé. Il y a un monsieur qui est venu me voir pour me dire ceci. Il y a longtemps que je cherchais à vous contacter, etc. Là, ça fait Inch'Allah. Il est de l'ancien wali de Tizi Ouzou qui a fini par être ministre de l'Habitat, Ahmed Ali, les plus vieux doivent s'en rappeler. Il est comme mon âme et conscience, il l'a dit, je vous le dis. Il est d'un jour, comme il m'a dit, c'est nous qui avons donné à Merouche. Je ne l'ai pas écrit dans mon livre parce que ce wali est mort. Parce que ce monsieur est mort. On ne peut pas être plus loyal que ça. Mais tous ces universités, j'ai essayé vraiment de faire le travail le plus honnête possible, le plus loyal possible. Parce qu'il ne s'agit pas encore une fois d'allumer des mèches, ça c'est facile. Il ne s'agit pas de lancer des polémiques, ça c'est facile. Et bien malgré ça, je n'ai pas été protégé. Il y a eu des polémiques. Et pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que nous sommes en train de vivre un problème qui est un immense handicap pour la nation. C'est que dans les moments de grande vérité, des soins de vice, هذه الهومانيس هذه خذوا الشيطان هذا الهومانيس يطرح الوقامة هذه ولي شنو من شنو الملام. On a rarement vu dans les moments de grande vérité les intellectuels assumer leurs responsabilités. Ce sont toujours des militants de base, et je le dis sans démagogie aucune, qui ont pris l'initiative d'engager les grands mouvements de l'histoire. C'était vrai en 1954, c'est vrai en 1980. Ce n'est pas des élites, ce n'est pas des profs d'histoire qui ont essayé de nous encadrer, de nous orienter. C'était la base qui a bougé, et c'est en ce sens que cette polémique est intéressante. Ce n'est pas pour l'obtenir, mais pour la... Il y a 2 semaines de cela, je me trouvais avec Ali Haroun. Ali Haroun, c'est l'ancien responsable de la communication de la Fédération de France du FLN. Vous pensez bien qu'on a parlé de la dérive messaliste en Europe, parce que les gens parlent de ce qu'a fait Belloni, c'est conduit derrière, les dégâts du messalisme en Europe de l'Inde, c'est une catastrophe. Et il m'a dit, je te recommande de lire mon livre, La 7e Moulaya, et je vous le recommande, j'ai consacré un chapitre au messalisme, dans des documents, etc., où les commandes de messalisme, quelquefois encadrés par la police française, attaquaient le FLN. Il y a qu'un fait que je dis, on est conseiller à la présidence de la surveillée funèbre. Et Schmitt, depuis 1968, c'était un élément que le pouvoir essayait d'introduire dans l'université pour mettre des îlots de FLN, SM, police à l'intérieur de l'université. Il a fait une carrière. Il dit qu'il me réveillait, c'est qu'il me l'a réveillé. Quand j'avais les conseils de la présidence, il a appelé devant la justice pour pas qu'il y ait une constante nationale. Mais si ça arrive, des problèmes, etc., la nation est fragile, donc même lorsque les références historiques sont discutables ou condamnables, il faut absolument éviter d'en parler parce que clérique, etc. Bon. Mais à cette condescendance, cette complaisance, ce mépris que vous affichez auprès des citoyens vous a disqualifié devant l'opinion et vous risquez de faire exploser la nation. On ne peut pas construire une nation sur du mensonge. D'abord, tout ressort, les races.
Et le plus grave, c'est quand ça sort pas forcément au bon moment, et ceux qui la ressortent ne sont pas forcément les plus fiables. Donc, ce n'est même pas la morale, c'est pas efficace pour l'histoire. Il n'a pas insisté, mais quand même, il a essayé. Pour vous dire que lorsque vous essayez de jeter un éclairage sur des vérités, quelles qu'elles soient, économiques, historiques, politiques, il y a une espèce de religion de l'opacité et les gens essaient de vous convaincre que l'Algérien doit être protégé de lui-même parce qu'il est immature et inconséquent. Donc il a pas ce qu'il me cite. Mais ce qui pose problème par rapport aux universitaires en plus, c'est cette double tutelle. Hiram, Boud el-Mithaq, الشرق كرا مازال وكيسمارات عندنا في فرنسا في القرون. Vous savez très bien, on a souvent déploré le fait que les universitaires arabophones sont en général soumis à la puissance éditoriale du Proche et du Moyen-Orient, mais il n'y a pas que les arabophones. Même les francophones sont encore tributaires de l'autorité morale de l'université française. Je vais vous donner 3 exemples. Et quand l'université d'un peuple a perdu son autonomie, c'est très dangereux pour le futur. Il y a eu, vous le savez, Karim Seli ne doit pas être, ça c'est des historiens algériens qui disent, Seli ne doit pas être assimilé à Pétain. Ce n'est pas une similitude. Il y a un véritable parallélisme des destins. Pétain a été un héros à Verdun, la sauvé la France. Il s'est lié en 1926. Personne ne peut contester qu'il a eu le courage d'accompagner un nationalisme nord-africain émergent au moment où personne n'en parlait. Première ressemblance. Par la suite, quand Mseli continue à défendre le mouvement national d'indépendance, Pétain, lui, dans les années 20 et 30, avec la montée du fascisme et du nazisme, c'était le môle autour duquel s'était animé le patriotisme français qui était dans une phase chancelante. Donc les deux ont connu un destin parallèle, même dans les moments de leur déchéance. Même dans les moments de leur déchéance. Est-ce que Charles Pétain, qu'est-ce qu'il a dit à son procès? Il a dit, j'ai accepté la collaboration parce que c'était la seule manière de sauver la France, et il a, 4 ans auparavant, il n'a pas arrêté d'attaquer De Gaulle, qu'il accusait d'être un fou furieux, un officier immature, aventurier, etc. etc. C'est exactement ce que disait Messali du FLN après 1954. Le déclenchement de la guerre est une espèce de périte immature, etc., etc., etc. Les deux destins sont parallèles. Mais, bon, bref. Pétain est indigne de la grandeur de la France. Par contre, Mseli est tout à fait soluble dans une nation expérimentale. Mseli est tout à fait soluble dans une nation expérimentale comme l'Algérie. Pourquoi? Les gauchistes français, qui étaient des compagnons de route de l'international, la 4e internationale, qui étaient des gens très proches des compagnons de route de Mseli, se sont immédiatement occupés d'écrire eux-mêmes l'histoire du messalisme. Et elle a fait école. En bas sont arrivés le courant socialiste français derrière cette interprétation. Et vous savez très bien que le courant socialiste français est celui qui a occasionné, et qui, à mon avis, occasionne encore les plus grands dommages à l'Algérie, avant, pendant et après la guerre. Or, ce courant socialiste est le tuteur de la conception historique algérienne, et sur un Algérien qui est Pétain a fait une erreur de la mais le Sélim connaît la face, il s'est acheté pour nous. Vous voyez un peu comment on peut aliéner une pensée scientifique, et c'est la pire des dominations. Deuxième exemple de cette aliénation parisienne,
sur l'Algérie. Le gaz de schiste, les Français nous expliquent, chez nous c'est interdit. Par contre, ils viennent nous expliquer qu'ils sont disposés à l'exploiter chez nous. Et là encore, ce ne sont pas les élites bureaucratiques qui sont levées pour dénoncer cette forme de paternalisme. Ce sont les jeunes du Sud qui se sont élevés pour contester ce que la bureaucratie élitaire allait exploiter. Vous voyez toujours, dans les moments d'incertitude, ce ne sont jamais les élites algériennes qui sont au devant des combats. Elles arrivent toujours derrière, elles qui sont supposées être à l'avant-garde. Je vais vous donner un troisième exemple de cette soumission intellectuelle. Vous avez remarqué, lors des derniers attentats de Paris, que le quotidien Libération a hébergé la rédaction décimée de Charlie Hebdo. Il se trouve que l'actuel directeur de Libération, qui a eu longtemps exercé d'autres responsabilités, était aussi directeur du même journal quand il y avait des années de sang dernier. C'est-à-dire, quand le terrorisme était en train de décimer les journalistes algériens encore. Il y a eu trois chroniqueurs de quotidien d'Alger qui voulaient répondre à une chronique, à une contribution parue dans Libération, qui était signée par Adel Ouellet, je crois que c'est un etc., dans lequel on disait en gros que les démocrates c'est des éradicateurs, suppo-dégénérés, etc., etc. Je ne suis pas là pour relancer la polémique entre éradicateurs et conciliateurs, ce n'est pas ça le problème. Je voulais simplement dire que trois chroniqueurs ont demandé à intervenir dans un journal français pour donner leur avis, d'autant plus qu'ils venaient d'Alger Arjaout, un des journalistes les plus talentueux de la presse algérienne, pour dire on peut émettre un avis dans ce journal. J'ai alerté la quasi-totalité des éditorialistes parisiens pour convaincre Laurent Geoffrin, directeur de Libération, d'accepter que ces trois chroniqueurs, Mustafa Mouch, Sache du matin, le quatrième de Smith, de publier leur contribution. Pas question que des gens qui refusent le contrat de Rome s'expriment dans Libération. Aujourd'hui, Libération accueille Charlie Hebdo, grand témoin que moi j'ai soutenu, entre parenthèses, accueille dans ses locaux Charlie Hebdo, victime de l'intégrisme. Le péril était le même. Il n'y a que les victimes qui changent. C'est la même organisation, pas la même organisation, mais même le courant idéologique qui a éliminé des dizaines de plumes algériennes que Libération refusait de dénoncer, qui aujourd'hui deviennent un danger absolu dès lors qu'il a touché à des journalistes français, bien évidemment. Il faut condamner tout ça. Eh bien, je n'ai pas vu beaucoup d'Algériens dire à M. Geoffrin, on compatit avec votre douleur, on dénonce les assassinats de Charlie Hebdo, mais vous avez oublié de vous rappeler que lorsque c'était des basanés qui se faisaient exécuter par le même courant politique, vous n'avez rien fait. C'est pour vous dire, troisième exemple, de cette soumission française. Dans cette histoire de Msali, c'est pas les écrivains algériens ont accepté. C'est pas pareil, c'est une autre complexité, très bien. Qui est-ce qui a relevé, contesté cette condescendance, cette lecture à la carte de l'histoire? C'est Ali Haroun. C'est un militant de base, c'est pas un intellectuel. Je vous lis ce qu'il a écrit dans son livre. Écoutons Ali Haroun, membre de la Fédération de France du FLN, qui eut toute l'attitude de voir la profondeur, la violence et l'irrationalité criminelle du messalisme longtemps couverte et légitimée par l'approche de gauche française. Il faut lire ce qui est dit la presse socialiste, c'est ce qu'il faut, etc. Le FLN, c'est des sauvages, c'est des sanguinaires. Voilà ce que dit Ali Haroun. Près de 40 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Français n'ont pas encore convenu de ramener à Verdun les cendres de Pétain.
Gardin, c'est lui qui a gagné la bataille de Gardin. Que peuvent penser aujourd'hui les Algériens de Msali? Certainement que des milliers de vies humaines et celles d'hommes sincères et vaillants eussent été épargnés si, dominant son orgueil, dépassant son amour propre, le père du nationalisme algérien, entre guillemets, avait enfin reconnu que ses enfants ayant grandi leur appartenait de diriger le combat final. Écoutez bien, dans l'existence hors du commun de Msali, les ombres du MNA ont complètement obscurci les lumières de l'étoile nord-africaine. Une fois de plus, dans la construction et la valorisation des référents de la nation, ce sont les acteurs de terrain qui supplient la défaillance scientifique et éthique des élites, ça c'est moi qui le dis. Alors, nous sommes à quelques jets de pierre différents. Il y a maintenant un peu plus de demi-siècle, des gens qui ont dédié leur vie à la nation, se sont réunis pour dire qu'en préalable au Congrès national, je cite de mémoire, la révolution algérienne n'est inféodée ni au Caire, ni à Moscou, ni à Londres, ni à Washington. Il est temps que les universitaires algériens, faisant parler leur conscience, disent enfin un jour que l'université algérienne ne doit être inféodée ni au Caire, ni à Paris, ni à Londres, ni à Washington. Parce qu'à chaque fois que l'on a laissé l'histoire à la discrétion du pouvoir politique, elle a été assaisonnée en fonction des désirs du maître du moment. Le dernier scandale en date, c'est le